Matteo marchait, la guitare en bandoulière, les cordes usées et une housse effilochée qui avait vu trop d'hiver. L'après-midi à Guanajuato était voilé d'un ciel gris, de ceux qui semblent annoncer non seulement la pluie, mais quelque chose de plus, quelque chose qui s'insinue dans les os et dans la mémoire. Le vent tourbillonnait les papiers et les feuilles mortes dans les ruelles pavées, et l'odeur de terre mouillée se mêlait déjà au doux parfum des boulangeries qui fermaient tôt à cause de la tempête. Quand les premières gouttes frappèrent son visage, il chercha refuge. Il marcha vite, guidé par une impulsion qu'il ne questionna pas jusqu'à atteindre l'église coloniale de San Juan Bautista. La façade humide et sombre s'élevait comme une vieille gardienne sur la place presque vide. Il poussa la lourde porte en bois, et un grincement résonna dans le silence. À l'intérieur, la pénombre s'étendait comme une étreinte froide. L'odeur d'encens et de cire fondue flottait dans l'air, mêlée à l'écho lointain de voix en prière. Matteo avança à pas lents, sentant que chacun résonnait plus fort que d'habitude. Ses doigts effleurèrent le dossier d'un banc, et un léger frisson lui parcourut le dos. Alors il la vit sur l'autel, entre des bougies vacillantes et des ombres qui semblaient danser. Une figure lumineuse se découpait contre la pénombre. C'était la Vierge Marie. Pas une image de plâtre, ni un vitrail. La figure semblait vivante, ses yeux clairs fixés sur lui, et une douce lumière qui ne venait d'aucune bougie enveloppait tout. Matteo resta immobile, le cœur battant dans sa poitrine comme s'il voulait s'échapper. L'air sembla devenir plus dense et, un instant, il oublia de respirer. Qui, murmura-t-il, à peine conscient de sa propre voix. La figure ne parla pas, mais Matteo sentit, avec une certitude inexplicable, qu'elle le regardait avec tendresse et douleur à la fois. Un nœud se forma dans sa gorge. Il voulut faire un pas en avant, mais, en un clin d'œil, la lumière s'éteignit. Il ne restait que l'autel vide, l'image sculptée habituelle et le doux crépitement des bougies. Il porta les mains à son visage comme s'il avait besoin de vérifier qu'il était éveillé. Le battement dans ses tempes était si fort qu'il entendit à peine le bruit de pas s'approchant. « Mon enfant, ça va ?» demanda une voix grave. C'était le père Ignacio, un homme aux cheveux entièrement blancs et aux mains crevassées, vêtu d'une simple soutane. Son regard était profond, comme s'il était habitué à écouter des histoires que personne n'ose raconter. « J'ai vu quelque chose » balbutia Matteo. « Je ne sais pas ce que c'était. » Le prêtre l'observa en silence, inclinant légèrement la tête. « Parfois, Dieu nous parle de manière que nous ne comprenons pas immédiatement, dit-il enfin. L'important est d'écouter, même si nous n'avons pas toutes les réponses. » Matteo ne sut que répondre. Il ressentait un mélange de paix et de peur, comme s'il avait touché à quelque chose de sacré qu'il n'aurait pas dû. « Si cette histoire vous captive dès le début, » murmura une voix en lui, presque comme une pensée empruntée. Abonnez-vous pour suivre chaque chapitre de ce voyage rempli de foi, de mystère et de seconde chance. Il s'assit sur un des bancs, essayant de remettre ses idées en ordre. Mais plus il y pensait, plus ce qu'il avait vu lui semblait irréel. Et pourtant, cela avait été là, il l'avait ressenti. Dehors, la pluie frappait avec force les toits, comme un rideau tombant sur la Seine. Matteo se leva, toujours étourdi, et sortit sur la place. Il ne le savait pas encore, mais ce jour-là avait marqué le début de quelque chose qui changerait sa vie pour toujours, et le premier signe était déjà donné. Dans sa poche, son vieux téléphone portable vibra. Un numéro inconnu. Il sentit un coup au cœur et décrocha. L'appel resta en attente. Matteo n'eut pas la force de répondre. Le téléphone portable dans sa poche et le cœur accéléré, il retourna s'asseoir sur le banc le plus proche à l'intérieur de l'église. Le murmure des prières flottait toujours au loin, comme si la tempête n'existait pas en dehors de ses murs. Il ferma les yeux un instant, essayant de revivre chaque seconde de ce qu'il venait de voir. L'éclat, la sensation chaude qui lui avait parcouru le corps, le regard fixe de la Vierge, cela ne pouvait pas être le fruit de son imagination. Le père Ignacio, toujours debout à ses côtés, rajusta ses lunettes et parla d'une voix tranquille. « Mon enfant, ton visage en dit plus que tes mots. Raconte-moi ce que tu as vu. » Matteo hésita. Il ne voulait pas passer pour un fou, mais les mots s'échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Ce n'était pas une image, c'était comme si elle était vivante. Elle me regardait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le prêtre hocha la tête lentement. La foi n'a pas toujours besoin d'explication, mais parfois Dieu permet aux yeux du cœur de voir ce que les autres ne voient pas. Matteo fronça les sourcils. Vous dites que c'était réel? Je dis que c'était pour toi, répondit Ignacio. Et si ça l'était,
tu dois te demander ce que ça signifie. Le jeune homme baissa le regard, inquiet. Dehors, les éclairs semblaient frapper de plus en plus près. Les ombres à l'intérieur du temple s'allongeaient et se rétrécissaient à chaque éclair, comme si le lieu entier respirait. Matteo se leva, sentant que l'air lui pesait sur la poitrine. Il marcha vers l'autel. Les bougies brûlaient tranquillement, indifférentes à la tempête. Le visage sculpté de la Vierge sur la statue semblait plus serein que d'habitude. Un instant, Matteo jura que ses lèvres s'étaient courbées en un léger sourire. Il secoua la tête. Peut-être était-il suggestionné. Cela est-il arrivé à d'autres, demanda-t-il sans quitter la statue des yeux. Certains ont vu des signes, répondit le prêtre. Mais chaque expérience est unique. L'important n'est pas de convaincre les autres, mais de comprendre ce qui change en toi. Matteo soupira. Il n'était pas sûr de vouloir changer quoi que ce soit. Sa vie, bien que solitaire, était prévisible, jouer sur la place, dormir dans sa chambre louée, manger quand il le pouvait. Il n'avait pas de place pour les mystères, pour les miracles. Cependant, l'image ne s'effaçait pas de son esprit. Mon enfant, n'ignore pas ce que ton cœur essaie de te dire, ajouta Ignacio. C'est peut-être une invitation. Matteo voulut demander à quoi, mais un coup de tonnerre plus fort fit vibrer les murs. Il décida qu'il était temps de partir. Il prit congé du prêtre par une poignée de main et marcha vers la sortie. Dehors, la pluie tombait avec fureur, formant des ruisseaux qui couraient entre les pierres de la rue. La lumière jaunâtre des lanternes éclairait les gouttes comme si elles étaient des fils de cristal. Matteo remonta la capuche de son sweatshirt et commença à marcher vers sa chambre. Chaque pas résonnait dans le silence de la nuit pluvieuse, interrompu seulement par le clapotis de l'eau. Il tenta de se concentrer sur le son de ses propres pas. Mais son esprit revenait sans cesse au moment où ses yeux avaient croisé ceux de la Vierge. Ce n'était pas la peur qu'il ressentait maintenant, mais une sorte d'inquiétude douce, comme si quelque chose était sur le point d'arriver et qu'il ne pouvait l'arrêter. Il s'arrêta sous une arche pour se protéger de la pluie plus forte. Il sortit son portable. L'écran affichait un appel manqué et un message vocal. Il le regarda pendant plusieurs secondes, le pouce tremblant sur l'icône de lecture. Il ne l'écouta pas, pas encore. Il rangea le téléphone et reprit son chemin. En lui, quelque chose lui disait que cette voix à l'autre bout du fil serait aussi inexplicable et puissante que la vision dans l'église, mais il n'était pas encore prêt à l'affronter. La pluie s'apaisa sans prévenir, laissant dans l'air une odeur propre de carrière mouillée. Matteo marcha sur la pente pavée, l'esprit accroché à la lueur qui picotait encore derrière ses yeux. Le portable vibra de nouveau dans sa poche. Cette fois, il le sortit, regarda l'écran et sentit sa gorge se serrer. Le même numéro, inconnu, insistant, têtu comme l'écho d'un nom qu'il ne voulait pas prononcer. Il respira profondément, fit glisser son doigt et répondit « Allô ». Pendant une seconde, il n'entendit que de la statique, puis une voix tremblante. « Matteo, c'est toi ». Le monde s'aiguisa. Son dos se tendit comme si le froid de l'église était sorti avec lui. « Qui parle » cracha-t-il plus durement qu'il ne l'avait prévu. « C'est moi, mon enfant. » Le mot frappa là où la musique n'atteignait pas, « mon enfant », 2 mots et toute son adolescence bouleversée. Il ne répondit pas. De l'autre côté, la respiration était courte, tenue, presque honteuse. « Je sais que tu ne veux pas m'écouter », continua la voix. « Mais j'ai besoin de te voir. Je n'ai pas beaucoup de temps. » « Tu n'as pas eu de temps depuis des années, dit Matteo. Tu es parti sans rien dire, ni un mot, ni une explication. Je sais, murmura-t-elle, et il n'y a pas un jour où je ne le regrette pas. Je suis malade. J'ai besoin de te parler face à face. Un vent froid balaya la rue. Matteo regarda les balcons colorés, les pots de fleurs dégoulinant d'eau, un chien qui secouait les gouttes comme s'il pouvait dissiper la tempête. La rage monta en lui comme une fièvre. Pourquoi maintenant? Parce que je ne peux plus porter seul ce qui s'est passé, dit la voix. Et parce qu'il n'y aura peut-être pas d'après. Il s'appuya contre un mur. La pierre était humide et rugueuse, une texture qui l'ancrait. Je ne sais pas si je peux croire un seul mot, prévint-il. Tu m'as laissé à moitié grandi. J'ai appris à jouer dans la rue pour ne pas penser. Sais-tu ce que c'est que de frôler les cordes pour masquer le silence? La voix se brisa. Je sais que je ne mérite pas de pardon. Je demande juste une chance de te raconter la vérité. Matteo serra les dents. En lui,
deux forces tiraient dans des directions opposées. Le souvenir d'un rire chaleureux, avec une odeur de café de holà et de cannelle, et le vide tranchant de la porte qui ne s'était jamais rouverte. « Dis-moi où tu es, dit-il enfin, sans promesse. Morelia, répondit-elle, dans une petite maison près du marché. Je peux t'envoyer l'adresse, s'il te plaît. Le nom de la ville évoqua des images de cathédrales de pierre rose, de places arborées, de stands de corrindas fumantes. Il apporta aussi la piqûre d'une distance qui n'était pas seulement routière. Je ne promets rien, répéta-t-il. Peut-être que je n'irai pas, je comprends, dit-elle. Merci d'avoir répondu. Il y eut un silence étrange, presque aimable. Matteo, tu joues toujours de la guitare? Il hésita. Oui, j'ai toujours su que tes mains avaient de la musique, murmura-t-elle. La musique te protège. L'appel se termina sans adieu. L'écran resta noir comme un puits. Immédiatement, un message arriva avec une adresse et un « pardonne-moi » qui s'enfonça en lui comme une épine. Il rangea le téléphone et commença à marcher sans but précis, se laissant guider par le labyrinthe de ruelles. Le ciel s'ouvrait en lambeaux de lumière, et les dernières gouttes tombaient lourdes, espacées, comme si le jour respirait à nouveau. Il s'assit sur le bord de la petite place. Un vendeur ramassait des parapluies bon marché. Un couple riait sous un balcon. Un enfant poursuivait un ballon rapiécé. La normalité faisait mal. Il se rappela le regard serein de la Vierge, la tiédeur impossible glissant sur sa poitrine. Avait-ce été une coïncidence de la voir et, quelques minutes plus tard, d'entendre cette voix? Ou tout était-il lié par le même fil secret? Ne cherche pas des signes à chaque coin de rue, se dit-il, bien que l'idée lui plût un peu. Ne te trompe pas, mais l'inquiétude ne le quitta pas. C'était un doux murmure, comme une corde vibrante. Il souleva sa guitare, caressa le manche, laissa ses doigts trouver un accord mineur. Le son flotta, pur, et il y reconnut quelque chose qui ressemblait à une question. Il ferma les yeux. La mémoire ramena un geste. Une main féminine lui arrangeant les cheveux, l'odeur de tortilla fraîchement gonflée, une promesse qui ne fut jamais tenue. En les ouvrant, le monde était toujours là, sans réponse. Il se leva. Les pierres glissèrent légèrement sous ses semelles humides. Il ne décida rien, il garda juste l'adresse dans un coin de son esprit où les chemins peuvent exister, et commença à marcher avec l'étrange sensation que chaque pas ne l'éloignait ni ne le rapprochait, mais le préparait à écouter de nouveau. Matteo se réveilla avant l'aube. Il ne se rappelait pas quand il s'était endormi, mais il se souvenait des allers-retours dans son lit, l'adresse de Morelia battant comme un tambour dans sa tête. Il resta immobile, regardant le plafond écaillé de sa chambre louée, écoutant la ville s'éveiller avec des pas dans la rue et l'odeur de pain doux filtrant par la fenêtre. Il ferma les yeux et, sans le vouloir, les images revinrent. Lui, à 8 ans, courant dans une ruelle de Léon avec un ballon de chiffon, sa mère riant en l'attendant à la porte, tenant une jarre de café de holà. Puis, comme si quelqu'un éteignait la lumière, l'image changeait. Une porte se refermant avec un bruit sec et la sensation glaciale qu'elle n'allait pas revenir. Il se leva et sortit sans but précis. Le ciel était couvert comme si le jour hésitait à naître. Il marcha jusqu'à la place où il jouait d'habitude et trouva Sofia arrangeant ses fleurs dans des seaux d'eau. L'arôme frais des roses et des arômes contrastait avec le goût amer dans sa bouche. « Tiens, qui est matinale ?» dit-elle sans lever les yeux. « Ou tu n'as pas dormi du tout ?»« J'ai peu dormi. »« Ça se voit. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» Matteo hésita, mais finit par lui parler de l'appel. Sofia posa les ciseaux avec lesquels elle coupait les tiges et le regarda fixement. « Ta mère, après toutes ces années ?»« Oui. Elle dit qu'elle est malade et qu'elle veut me voir. »« Et toi, qu'en penses-tu ?»« Je ne sais pas. Je ne peux pas oublier qu'elle m'a laissé. » Elle soupira. « Matteo, je sais que ce n'est pas facile, mais parfois les réponses que nous cherchons se trouvent de l'autre côté d'une conversation inconfortable. »« Et si c'est un mensonge ?» demanda-t-il. « Et si elle veut juste quelque chose de moi ?»« Tu ne le sauras que si tu la confrontes, » répondit Sofia. « Je ne dis pas de la pardonner, juste d'écouter. » Matteo baissa le regard. Le souvenir des nuits où il dormait la faim au ventre, des fois où les gens lui jetaient des pièces comme des miettes de compassion, s'ancra dans sa mémoire. Il serra les poings. « Je ne sais pas si je peux. » Sofia lui posa une main sur l'épaule. « Parfois, la force n'est pas pour se battre, mais pour s'asseoir et écouter ce que nous ne voulons pas entendre.
la conversation le laissa pensif. Il marcha dans les rues étroites, passant devant des murs couverts de bougainvilliers et des fenêtres aux barreaux de fer forgé. Il se rappela la dernière fois qu'il avait vu sa mère. La voix altérée, le regard nerveux, un homme qui criait son nom depuis la rue et l'odeur d'alcool imprégnant tout. Il arriva à une petite loncheria et commanda un café noir. La vapeur lui voila les yeux et le ramena à ces matins où elle chantait en balayant la cour. Le plus dur n'était pas l'absence, mais qu'il pouvait encore entendre son rire comme si elle était près de lui. Le ciel commença à s'éclaircir et une lumière timide filtra à travers les nuages. Matteo termina son café et, sans trop y penser, marcha vers l'église. Il avait besoin d'un endroit pour mettre de l'ordre dans la tempête qu'il portait en lui. Il entra, et l'odeur d'encens l'enveloppa de nouveau. Il s'assit sur le dernier banc, regardant l'autel. Il ne vit aucune lumière surnaturelle, mais ressentit un calme étrange. Peut-être, pensa-t-il, la vision de la Vierge n'était-elle pas là pour lui donner des réponses, mais pour le pousser vers quelque chose qu'il devait affronter. Le son de cloche rompit ses pensées. Dehors, la ville continuait sa routine, indifférente à ses dilemmes. Mais il savait que, tôt ou tard, il devrait décider s'il fallait marcher vers le passé ou continuer à le fuir. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas sûr de ce qu'il voulait le plus. Matteo passa la nuit entière à tourner la même idée en tête, y aller ou ne pas y aller. Chaque fois qu'il essayait de dormir, l'adresse de Morelia lui apparaissait écrite sur le mur de son esprit, comme si quelqu'un l'avait gravée au fer rouge. Quand l'aube se leva enfin, la décision se sentit moins comme un choix que comme un pas inévitable. Il mit quelques vêtements de rechange dans un sac à dos, rangea sa guitare et prit le premier bus qui partait de la gare routière. L'air à l'intérieur du véhicule sentait le vieux plastique et le café bon marché, tandis que la radio jouait des ballades qui semblaient se moquer de son humeur. Il choisit un siège près de la fenêtre et s'installa, regardant la ville s'éloigner, remplacée par de longues routes et des collines couvertes de brouillard. À travers la vitre, le paysage changeait lentement. De petits villages aux maisons d'adobe, des petites boutiques peintes de couleurs vives et des enfants jouant pieds nus au bord de la route. À chaque arrêt, des vendeurs ambulants montaient, offrant des tortas, des tamales et des bouteilles de boissons gazeuses. L'arôme des carnitas fraîchement préparées lui rappela son enfance, les foires où sa mère lui achetait un taco comme récompense pour l'avoir aidé à porter des sacs. Tandis qu'il mordait un pain doux qu'il avait acheté à un arrêt, un homme âgé s'assit à ses côtés. Il avait les cheveux gris et les mains calleuses par le travail, et portait une chemise à carreaux remontée jusqu'au coude. « Tu voyages loin, mon garçon ?» demanda-t-il d'une voix rauque mais aimable. « À Morelia » répondit Matteo sans grande envie de converser. « Belle ville, visite ou affaire ?» Matteo hésita, un peu comme clore une histoire. L'homme hocha la tête comme s'il comprenait plus que ce que Matteo était prêt à dire. « J'ai aussi voyagé une fois pour régler des comptes avec quelqu'un, commenta-t-il. Il m'a fallu 20 ans pour le faire. Ce fut difficile, mais ça en valait la peine. Parfois, le pardon n'est pas pour l'autre personne, mais pour soi-même. » Matteo le regarda du coin de l'œil. Il ne savait pas si le commentaire était une coïncidence ou une sorte de signe, mais les mots tournoyaient dans son esprit. « Et s'il ne mérite pas ce pardon ?» demanda-t-il. L'homme sourit sans quitter la route des yeux. Il ne s'agit pas de le mériter. Il s'agit de ne pas porter ce fardeau toute la vie. Le silence revint, mais il n'était plus gênant. Dehors, le soleil commençait à percer les nuages, peignant les champs d'un jaune tiède. Matteo appuya son front contre la vitre, laissant le cliquetis du bus marquer un rythme lent et constant. Au prochain arrêt, l'homme descendit, lui disant au revoir par une poignée de main. « Bonne chance, mon garçon. Écoute plus avec le cœur qu'avec les oreilles. » Matteo le vit s'éloigner, se perdant parmi les stands de nourriture. Il pensa au père Ignacio, à Sofia, à la Vierge qui le regardait depuis l'autel et sentit que tous, d'une certaine manière, l'avaient poussé vers ce voyage. Les heures devinrent longues, mais le paysage le maintenait éveillé. Des collines vertes, des rivières étroites, des plantations d'avocats et des marchés improvisés au bord de la route. À chaque virage, l'horizon semblait promettre quelque chose de nouveau, même s'il ne savait pas s'il voulait le découvrir. Quand le chauffeur annonça qu'ils approchaient de Morelia, Matteo sentit un nœud dans son estomac. La ville apparut au loin avec ses tours de pierre rose et le murmure d'une vie qui lui était étrangère et familière à la fois. Il ajusta la sangle de son sac à dos comme si ce geste pouvait lui donner du courage. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver en arrivant, ni si les mots de sa mère seraient vrais ou une nouvelle blessure. Mais quelque chose en lui,
un mélange de curiosité et de besoin, le maintenait ferme. La vérité l'attendait et le chemin n'avait plus de retour. Le terminal de Morelia sentait un mélange d'essence, de friture et de café réchauffé. Matteo descendit du bus le sac à dos sur l'épaule et la guitare en bandoulière, sentant que chaque pas vers la sortie pesait plus que le précédent. Dehors, l'air était différent, frais, avec cet arôme de pierre rose et de pain fraîchement cuit qui flottait depuis les boulangeries voisines. Il demanda un taxi et donna l'adresse qu'il avait enregistrée sur son téléphone. Le chauffeur, un homme à la moustache épaisse et à la voix posée, lui parla de la ville tandis qu'ils avançaient dans des rues pavées et des avenues bordées de jacaranda. Matteo écoutait à peine, ses mains transpiraient et son pouls battait à ses tempes. Le taxi s'arrêta devant une maison modeste, peinte d'un jaune usé, avec une porte en bois fissurée par le temps. Matteo resta assis quelques secondes, observant l'endroit comme s'il pouvait lire le passé sur ses murs. Il paya, respira profondément et marcha jusqu'à la porte. Il frappa 3 fois. Quelques secondes passèrent, puis il entendit des pas s'approcher. La porte s'ouvrit à peine, et des yeux fatigués le regardèrent depuis la pénombre. Matteo, la voix était douce, brisée. Il ne répondit pas. La femme ouvrit davantage la porte, révélant un visage marqué par des rides précoces et des cernes profonds. Les cheveux, autrefois longs et noirs dans ses souvenirs, étaient courts et avec des mèches grises. Elle portait un pull usé et un regard qui semblait porter des années de silence. « Entre, mon enfant », dit-elle en s'écartant. Matteo franchit le seuil et sentit un nœud dans sa gorge. L'intérieur sentait la soupe fraîchement préparée et le vieux bois. Il y avait des photos accrochées au mur, certaines de travers, et un crucifix sur une étagère. La lumière qui entrait par une fenêtre latérale éclairait des particules de poussière en suspension dans l'air. « Assieds-toi », indiqua-t-elle, désignant une table en bois avec 2 chaises. Matteo s'assit, toujours sans la regarder directement. Il y eut un silence dense, comme si n'importe quel mot pouvait briser quelque chose de fragile. Elle s'assit en face de lui, les mains jointes. « Je ne sais pas par où commencer », murmura-t-elle. « Par la vérité », répondit Matteo sans ménagement. Elle hocha la tête lentement. « Quand je suis parti, et je ne l'ai pas fait pour t'abandonner, ou pas seulement pour ça, il y avait quelqu'un dans ma vie, quelqu'un de dangereux. Un homme avec qui je me suis lié par nécessité et qui s'est ensuite arrêté, cherchant à respirer. Il m'a menacé. Il m'a dit que si je ne faisais pas ce qu'il voulait, il te ferait du mal. » Matteo sentit une pointe de rage. « Et ta solution a été de me laisser seul ? » ?»« C'était la seule façon que j'ai vue de te garder en sécurité, » dit-elle les larmes aux yeux. « Je pensais que si je m'éloignais, il perdrait tout intérêt, et ce fut le cas pendant un temps. » Le silence revint. Dehors, un chien aboyait et un vendeur ambulant vantait le prix des goyaves. À l'intérieur, l'air était chargé de choses non dites. « Et maintenant ?» demanda Matteo. « Maintenant, il est de nouveau proche. Il m'a cherché il y a quelques semaines. Je ne sais pas comment il m'a trouvé et moi, je ne peux pas continuer à fuir seul. » Matteo la regarda enfin. Il y avait de la douleur, oui, mais aussi autre chose. Une peur ancienne qu'il reconnaissait car il l'avait vécue depuis l'enfance. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » dit-il d'une voix basse. « Mais je ne peux pas ignorer cela non plus. » Elle hocha la tête, baissant la tête. La vision de la Vierge dans l'église revint à son esprit, aussi vivante que la première fois. N'était-ce pas une coïncidence que tout cela se produisait maintenant? Sans rien dire de plus, il se leva et marcha vers la porte. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il. Elle ne le retint pas, elle le suivit juste du regard, comme quelqu'un qui observe celui qui emporte avec lui le dernier espoir. Matteo sortit de la maison à grandes enjambées, comme s'il avait besoin d'air avant de s'étouffer. La rue était tranquille, à peine le bruit lointain d'un vieux moteur et le chant d'un coq tardif. Il marcha jusqu'au coin et s'arrêta près d'un stand de tamal, plus pour se distraire avec l'arôme de maïs et de sauce verte que par faim. Il en acheta un et le tint dans sa main sans le goûter, tandis que son esprit restait piégé dans ce que sa mère lui avait dit. Il ne tarda pas à entendre sa voix derrière lui, « Matteo, attends. » Il se retourna. Elle venait, serrant un rebozo contre sa poitrine, le regard baissé. « Je n'ai pas fini de te raconter, » dit-elle essoufflée. « Cet homme s'appelle Raoul. Ce n'est pas seulement un type violent, c'est quelqu'un qui fait bouger les choses dans la région, argent, faveur, menace. » « Et pourquoi revient-il maintenant ?» demanda Matteo sans douceur. « Parce qu'il croit que je lui dois quelque chose.
Quand je suis parti, j'ai emporté un argent qu'il pensait utiliser pour une affaire. Je l'ai utilisé pour recommencer, mais ce n'était jamais suffisant. Matteo serra les lèvres, alors tu m'as laissé pour me sauver, mais en le faisant, tu t'es enfoncé davantage. Elle ne le nia pas, je sais, et je sais que ça sonne comme une excuse, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me retrouverait après tant d'années. Un voisin âgé, coiffé d'un chapeau de paille et au palan, s'approcha. Tout va bien, Clara? Demanda-t-il d'un ton préoccupé. Oui, don Ernesto, répondit-elle, forçant un sourire. L'homme regarda Matteo. Tu dois être son fils. Je l'ai vu t'attendre depuis tôt le matin. Il s'approcha un peu plus, baissant la voix, fais attention, mon garçon. Il y a des gens qui traînent qui ne sont pas d'ici et qui n'ont pas de bonnes intentions. Matteo le regarda attentivement. Qu'avez-vous vu? Un homme grand en veste noire demandant après ta mère à la boutique du coin. Je n'ai pas aimé sa façon de parler. Don Ernesto prit congé et continua son chemin, laissant un silence pesant entre la mère et le fils. Clara baissa la tête comme si ce détail confirmait ses pires craintes. Il murmura. Matteo sentit un frisson dans le dos. Et qu'attends-tu que je fasse? Demanda-t-il. Je ne sais pas, dit-elle. Je ne veux pas t'entraîner là-dedans, mais je ne peux pas l'affronter seul. Ils restèrent debout près du stand, tandis que la vapeur des tamales se mêlait à l'air frais de la matinée. Matteo remarqua que ses mains tremblaient, non pas exactement de peur, mais à cause de la pression de devoir choisir entre deux chemins, partir et la laisser affronter les conséquences, ou rester et s'exposer à un danger qu'il connaissait à peine. Maman, dit-il finalement d'une voix plus basse, si Raoul me voit avec toi, il comprendra que ce qui se passe m'importe. Cela pourrait nous mettre tous les deux en ligne de mire. Je sais, répondit-elle, mais je n'ai personne d'autre. La phrase s'enfonça en lui comme un hameçon. Il avait toujours pensé qu'elle l'avait oublié, qu'elle avait refait sa vie loin de lui. Savoir qu'elle n'avait personne d'autre ne le réconfortait pas, cela le remplissait d'une tristesse inconfortable, mêlée de rancœur. J'ai besoin d'y penser, répéta-t-il, s'éloignant d'un pas. Elle le regarda comme si elle voulait le retenir avec ses yeux, mais elle n'insista pas, si tu décides de partir, prends juste soin de toi, dit-elle avant de se retourner et de marcher vers sa maison. Matteo resta au coin de la rue, voyant sa silhouette disparaître parmi les façades couleur pastel. Il mordit le tamal, qui était déjà tiède, et le goût de la pâte et du chili lui rappela une autre époque, quand les matins sentaient le petit déjeuner et non la peur. Alors qu'il marchait de retour vers la pension où il logeait, l'écho des mots de don Ernesto résonnait dans sa tête, fais attention, mon garçon. Il n'était pas sûr si c'était un avertissement ou une prophétie. Matteo passa le reste de la journée à marcher sans but dans les rues du centre. L'architecture coloniale, avec ses balcons en fer et ses portails en bois, semblait le regarder comme témoin silencieux de ses pensées. Les cloches de la cathédrale sonnaient au loin, et ce son lui rappela, sans le vouloir, le calme qu'il avait ressenti dans l'église de Guanajuato. Il se retrouva devant un petit temple à la façade simple et entra sans y penser. L'air à l'intérieur était frais et sentait la cire fondue. Il marcha dans l'allée centrale jusqu'à s'asseoir sur un banc près de l'autel. Il n'y avait pas beaucoup de monde, deux vieilles femmes priant, un jeune homme allumant des bougies et une nonne agenouillée les mains jointes. Matteo ferma les yeux, essayant d'ordonner l'enchevêtrement d'idées qui l'étouffaient. Il pensa à Raoul, à sa mère, à la peur qu'il avait vue dans ses yeux et, soudain, à la figure lumineuse de la Vierge. Avait-ce été un simple jeu de lumière ou quelque chose de plus? Il sentit un léger mouvement à ses côtés. La nonne qu'il avait vue auparavant s'assit près de lui. Elle était d'âge moyen, avec un visage serein et un regard clair. « Tu sembles chargé de questions, dit-elle à voix basse. »« Je ne sais pas si ce sont des questions ou des problèmes, répondit Matteo avec un sourire fatigué. »« Parfois, c'est la même chose, répondit-elle. »« Je suis sœur Isabelle. » Il hésita un instant avant de parler. « Il y a quelques jours, j'ai vu quelque chose que je ne sais pas expliquer. Dans une église, j'ai cru voir la Vierge vivante. » Sœur Isabelle le regarda attentivement, sans aucune trace de moquerie. « Et qu'as-tu ressenti? » « Paix et peur. Comme si elle me disait quelque chose, mais sans mots. Les signes ne viennent pas toujours pour nous rassurer, expliqua-t-elle. Parfois, ils sont là pour nous pousser à faire ce que nous évitons. Matteo baissa les yeux. Je ne sais pas si je crois à ça. Tu n'as pas besoin de croire maintenant, dit-elle avec douceur. Juste d'écouter.
Peut-être que la réponse ne viendra pas d'un miracle, mais de ta propre décision. Il soupira. Ma mère a des problèmes et je ne sais pas si je veux l'aider. Sœur Isabelle hocha la tête comme si elle comprenait sans avoir besoin de détails. Le pardon est une décision difficile. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de choisir de ne pas vivre attaché à la blessure. Les mots résonnèrent en Matteo. Il avait passé des années convaincu qu'il ne devait rien à celle qu'il avait abandonnée. Mais à ce moment-là, il se demanda si, peut-être, il s'était lui-même enfermé dans cette blessure pour ne pas affronter d'autre chose. Un rayon de soleil entra par une fenêtre haute, illuminant l'autel. La lumière se posa sur l'image de la Vierge, et Matteo ressentit un frisson. Ce n'était pas la vision intense de Ganajuato, mais un doux rappel, presque un clin d'œil. « Sœur Isabelle, dit-il, et si le signe est que je dois rester ? » « Alors reste, répondit-elle sans hésiter. Mais reste avec le cœur disposé, pas seulement avec les pieds. Matteo la regarda, surpris par la clarté de sa réponse. Il n'y eut ni sermon ni avertissement, juste une certitude qui semblait émaner de l'expérience. Il se leva, inclina la tête en guise d'adieu et marcha vers la porte. L'air de l'après-midi l'accueillit avec un parfum de pain doux et de café fraîchement préparé d'une cafétéria voisine. Pour la première fois depuis des jours, il respira profondément. Tandis qu'il avançait dans la rue, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que sœur Isabelle avait dit. Peut-être que la foi n'était pas une question de preuves irréfutables, mais de petits pas vers quelque chose qui n'est pas entièrement compris. Et même s'il n'était pas encore clair pour lui si aider sa mère était un acte de foi ou de simple humanité, il savait que le doute n'était plus aussi lourd qu'avant. Quelque chose, quelque part en lui, commençait à faire pencher la balance. La nuit tomba sur Morelia avec un ciel clair, mais Matteo ne ressentit pas de calme. Il rentrait à la pension après avoir passé quelques heures à errer dans le centre quand il remarqua quelque chose d'étrange. Un homme en veste noire le suivait à une certaine distance, il n'accélérait pas le pas, mais ne s'arrêtait pas non plus. Au début, il pensa que c'était une coïncidence, mais chaque fois qu'il tournait un coin de rue, l'homme réapparaissait, toujours les mains dans les poches et le regard fixé sur un point, comme s'il feignait de ne pas le voir. Le pouls de Matteo commença à s'accélérer. Il s'engagea dans une rue plus éclairée, avec des stands de tacos et des vendeurs ambulants. Le brouhaha lui donna un répit, bien que son instinct lui dît de ne pas baisser sa garde. Quand il traversa vers la place principale, il décida de vérifier si on le suivait vraiment. Il s'arrêta devant un stand d'élotes, feignant de choisir. L'homme passa lentement sans le regarder, mais Matteo sentit que sa présence était trop intentionnelle pour être une coïncidence. Il sortit son portable et vit qu'il avait un appel manqué de Sofia. Il la rappela immédiatement. « Où es-tu » demanda-t-elle sans saluer. « Au centre. »« Pourquoi ?»« Écoute bien, une connaissance m'a dit qu'un type te cherchait, toi et ta mère, sur la place de Ganajuato. Je n'ai pas du tout aimé sa façon de faire. Il disait qu'il avait des affaires en suspens. Sofia, je crois que cet homme me suit en ce moment même. » Il y eut un silence tendu sur la ligne. « Matteo, ne va pas à ta pension. Cherche un endroit avec du monde. Reste là-bas jusqu'à ce que tu sois en sécurité. »« Je ne peux pas vivre caché, » répliqua-t-il, bien que sa voix trahisse son inquiétude. Sofia baissa le ton comme si elle craignait que quelqu'un ne l'entende. « Cet homme ne joue pas. Si cela a un rapport avec ce que ta mère m'a raconté, c'est vraiment dangereux. » Matteo rangea son téléphone et se mêla à un groupe de touristes qui prenaient des photos. Il essaya de garder son calme, mais chaque ombre lui semblait plus longue et chaque pas derrière lui plus proche. Il décida d'entrer dans une petite fonda qui était encore ouverte. L'odeur de ragoût de viande et de tortillas fraîchement préparées emplissait l'air. Il s'assit à une table du fond, d'où il pouvait voir l'entrée. L'homme en veste noire n'entra pas, mais il le vit passer devant la fenêtre comme pour confirmer que Matteo n'était pas sorti du quartier. Il commanda un autre café plus pour justifier sa présence que par envie d'en boire. En attendant, il pensa à sa mère. Si cet homme était Raoul ou quelqu'un qui travaillait pour lui, cela signifiait que le problème ne frappait plus à la porte, il était entré dans la maison. Un groupe de vieilles dames riaient à la table d'à accent grave côté, inconscientes du nœud qui lui serrait la poitrine. Le contraste entre cette normalité et la tension qu'il ressentait le frappa avec force. Quand il eut fini son café, il sortit avec prudence. Il ne vit pas l'homme, mais la sensation d'être surveillé ne le quitta pas. Il prit un chemin différent vers la pension, évitant les rues plus solitaires. En arrivant, il s'allongea sur le lit sans se déshabiller.
Il ferma les yeux, mais chaque bruit dans le couloir le faisait se redresser. Il vérifia son téléphone une fois de plus. Aucun nouveau message de sa mère, cela l'inquiéta encore plus. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer cela longtemps. Chaque minute qui passait, le danger s'approchait un peu plus. Et même s'il ne voulait pas l'admettre, l'idée de l'affronter commençait déjà à prendre forme dans son esprit. L'aube arriva sans que Matteo ait dormi plus de quelques minutes d'affilée. Le matelas lui semblait de pierre, mais ce n'était pas l'inconfort qui le maintenait éveillé. C'était la certitude que quelque chose devait être fait. Il s'assit sur le lit et regarda par la fenêtre. La rue était presque vide, avec 2 vendeurs ambulants installant leurs étals et le ciel peint d'un gris indécis. Il sortit son téléphone et hésita avant de composer. Finalement, il appela le père Ignacio. La voix du prêtre parut endormie, mais ferme. « Mon enfant, qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin de conseils. »« Le conseil que tu cherches est déjà en toi, » répondit-il d'un ton posé. « Ce que tu as, c'est peur de l'écouter. » Matteo serra les lèvres. « Il y a un homme qui nous cherche, moi et ma mère, et je ne sais pas si je dois fuir ou l'affronter. »« Tu ne peux pas fuir le destin, » dit Ignacio. « Si tu le fais, tu ne feras que l'inviter à te rattraper à un autre moment. » Les mots restèrent flottants dans son esprit, même après avoir raccroché. Il alla voir sa mère. Il la trouva assise à la table avec une tasse de café et le regard perdu sur le mur. « Tu n'as pas dormi, » dit-il, plus comme une affirmation que comme une question. « Je ne peux pas, » répondit-elle. « Je sens qu'il va apparaître à tout moment. Peut-être qu'il le fera. » Clara leva les yeux, surprise. « Que veux-tu dire ? » « Que je ne compte pas passer le reste de ma vie à fuir, » dit Matteo. « Si cet homme veut nous trouver, qu'il me trouve. » Elle secoua la tête, angoissée. « Non, je ne veux pas que tu t'impliques. »« Je suis déjà impliqué, » répliqua Théil, « depuis que j'ai répondu à ton appel. » Le silence devint épais. Clara baissa le regard comme si elle essayait de le protéger avec ce geste, mais Matteo sut que c'était inutile. « Où a-t-il l'habitude d'être ? » demanda-t-il. « Je ne sais pas, mais s'il est venu, il doit sûrement traîner dans les cantinas du centre. Là, il trouve toujours qui il a besoin. » Matteo y pensa en sortant de la maison. L'idée de le chercher ne lui plaisait pas, mais l'alternative, continuer à se sentir harcelé, lui semblait pire. Sur la place, il rencontra don Ernesto, qui l'observa d'un air grave. « Mon enfant, ce que j'ai entendu hier ne me plaît pas. Ce n'est pas un homme avec qui l'on peut raisonner. » « Parfois, il ne s'agit pas de raisonner, » répondit Matteo. « Il s'agit de faire comprendre que tu n'es pas une proie facile. » Don Ernesto le regarda en silence puis soupira. « Si tu dois le faire, ne le fais pas seul. Tu as ici un vieil homme qui sait encore 2 ou 3 choses. » L'offre le prit par surprise. Il n'attendait d'aide de personne et encore moins d'un voisin presque inconnu. Cependant, il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui inspirait confiance. « Merci, don Ernesto, mais je dois d'abord le voir de mes propres yeux. » Il retourna à la pension pour prendre sa guitare. Non pas parce qu'il pensait en jouer, mais parce que c'était la seule chose qui l'ancrait à lui-même. Pendant qu'il ajustait la sangle, il se rappela les mots de sœur Isabelle, « Reste avec le cœur disposé, pas seulement avec les pieds. » Cette pensée lui procura un étrange soulagement. Il ne se sentait pas préparé à ce qui arrivait, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il retourna chez sa mère au coucher du soleil. Elle était à la porte, le visage tendu. « Matteo, promets-moi que tu ne feras rien d'imprudent. »« Je te promets que je ferai ce qu'il faut. » Il la serra dans ses bras un bref instant, comme s'ils craignaient tous deux que ce soit la dernière fois. Puis il se sépara et commença à marcher vers le centre, au son de ses propres pas, marquant le rythme d'une décision déjà prise. La nuit au centre de Morelia était vivante. Musique de guitare sur les places, rires de touristes, odeur de viande grillée et de mescal. Matteo marchait d'un pas ferme, bien que chaque ombre lui semblât plus longue que d'habitude. Il portait la guitare en bandoulière, non par habitude, mais comme un bouclier invisible. Il demanda discrètement dans 2 cantinas, décrivant l'homme en veste noire. Personne ne répondait avec des mots, mais certains hochaient légèrement la tête, comme pour confirmer qu'ils savaient de qui il parlait. Dans la 3e cantina, un jeune serveur lui dit à voix basse, « Si tu le cherches, il est au fond, à la table près du mur. » Matteo respira profondément et entra. L'ambiance était chargée de fumée et d'odeurs de tequila renversé.
Un groupe d'hommes jouait aux cartes, d'autres buvaient en silence. Et il était là, grand, brun, avec une barbe de plusieurs jours et les yeux sombres fixés sur lui, comme s'il l'avait attendu. « Tiens, tiens, dit l'homme, souriant avec cynisme. Alors tu es le fils de Clara. Matteo ne répondit pas, il s'approcha jusqu'à 1 mètre de distance, laisse-la tranquille. L'homme laissa échapper un rire grave. Ta mère me doit quelque chose, et les dettes se paient. Pas avec la peur. La peur est la plus ancienne des monnaies, répondit Raoul, se penchant en arrière sur sa chaise. Et toi, tu me la donnes gratuitement. Matteo sentit le sang lui bouillir, mais il garda la voix ferme. Je me fiche de l'histoire que tu as avec elle, si tu la touches, tu devras passer par moi. Raoul se leva lentement. Il était plus grand que Matteo ne l'avait estimé, et sa présence remplissait l'espace. Tu ne sais pas à qui tu parles, mon garçon. J'ai enterré des gens plus courageux que toi. Eh bien, cette fois, tu devras aussi enterrer ma guitare, dit Matteo, frappant doucement l'étui contre le sol. La tension devint si dense que même la musique de fond sembla baisser. Alors, un bruit fort rompit le moment. La porte de la cantina s'ouvrit, et Don Ernesto entra, appuyé sur une canne. « Bonsoir, Raoul, dit-il calmement. As-tu déjà oublié qui je suis ?» Raoul fronça les sourcils. « Je n'oublie pas les cailloux dans la chaussure. »« Eh bien, en voici un autre, » répliqua Ernesto. « Ne t'en prends pas à la famille de ce garçon. » Le silence devint insupportable. Raoul regarda Ernesto, puis Matteo, et sourit froidement. « C'est ton jour de chance, gamin. » Je n'aime pas me salir devant des témoins, il s'écarta, laissant passer Matteo. Mais quand il fut suffisamment proche, il lui murmura à l'oreille, « Ce n'est pas fini. » Matteo le laissa derrière lui, sentant l'adrénaline le brûler de l'intérieur. Dehors, l'air froid lui frappa le visage et lui rendit une certaine clarté. Don Ernesto le rejoignit. « Ce n'est pas un homme à laisser les choses en l'état. Tu dois être prêt. »« Je sais, » dit Matteo, « mais je ne vais pas fuir. » Ils marchèrent ensemble en silence jusqu'à la rue principale. Les lumières jaunes des réverbères projetaient de longues ombres sur le pavé. Matteo ne pouvait se défaire du regard de Raoul, ce n'était pas seulement une menace, c'était une promesse. En arrivant au coin de la rue, Ernesto lui donna une tape sur l'épaule, « Nous en parlerons demain. Il y a des façons d'affronter des gens comme lui, mais tu as besoin d'alliés. » Matteo hocha la tête. Tandis qu'il s'éloignait vers la pension, il sentit le poids de la nuit sur ses épaules. Il n'avait rien gagné, mais il n'avait pas non plus reculé. Pour la première fois, la peur et la détermination marchaient ensemble en lui, comme deux vieux ennemis qui, bien qu'ils ne se supportent pas, savent qu'ils devront partager la même tranchée. Matteo se réveilla la tête lourde et les muscles tendus. La nuit précédente avait été un tourbillon et, bien qu'il ait essayé de se convaincre qu'affronter Raoul était un progrès, il savait que la menace restait latente. Il se leva, s'aspergea le visage d'eau froide et sortit marcher dans les rues tranquilles du matin, cherchant un peu de clarté. À un coin de rue, il trouva sœur Isabelle distribuant des sacs de pain aux familles dans le besoin. Elle le salua avec un sourire qui semblait traverser toute ombre. « Tu as l'air lourd, Matteo, dit-elle. Tu lui as parlé ? » Oui, et ce ne fut pas suffisant. « Les batailles se gagnent rarement en une seule rencontre, répondit-elle. Parfois, le plus difficile n'est pas d'affronter l'autre, mais ce que nous portons en nous. » Matteo garda le silence, suivant ses pas tandis qu'elle livrait du pain à une femme avec 2 jeunes enfants. L'arôme chaleureux du pain fraîchement cuit se mêlait à l'air frais et, un instant, la scène lui rappela les matins de son enfance aux côtés de sa mère. « Crois-tu que je puisse la pardonner » demanda-t-il soudain. « Pardonner ne signifie pas justifier, » dit sœur Isabelle. « Cela signifie que tu choisis de ne pas vivre attaché à la blessure. » Ces mots restèrent ancrés en Matteo tandis qu'il retournait chez Clara. Elle était assise dans le patio, tissant ce qui ressemblait à un rebozo, bien que ses mains tremblaient légèrement. Elle le regarda avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « J'ai entendu dire que tu étais allé le chercher, » dit-elle sans détour. « Oui, et il ne s'en ira pas si facilement. » Elle posa son ouvrage. « Je suis désolé, mon enfant, pour tout, de t'avoir laissé, d'avoir apporté ce danger dans nos vies. » Matteo sentit que quelque chose bougeait dans sa poitrine. La rage était là, mais aussi une compassion inattendue. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, » dit-il. « Mais peut-être pouvons-nous changer ce qui arrive. » Clara respira profondément,
comme si ces mots étaient une bouffée d'air qu'elle n'avait pas eue depuis des années. « Tu dis que tu me pardonnes ?» ?»« Non, pas encore, » répondit-il avec sincérité. « Mais je suis prêt à essayer. » Elle ferma les yeux, et 2 larmes roulèrent sur ses joues. « C'est déjà plus que ce que je mérite. » Matteo s'assit en face d'elle. Le silence entre eux n'était plus un mur, mais un pont fragile qui avait besoin d'attention. « Si nous voulons nous en sortir, nous allons avoir besoin d'aide, » ajouta-t-il. Don Ernesto en sait plus qu'il n'y paraît. Ils passèrent un moment à parler de ce qu'ils savaient de Raoul et de ses mouvements. Il n'y avait pas de plan clair, mais pour la première fois, ils sentaient qu'ils étaient du même côté. Quand Matteo se leva pour partir, Clara lui prit la main. « Merci d'être resté, même si tout en toi voulait fuir. »« Peut-être que c'est ce que signifie rester, » dit-il. « Rester même si tu as peur. » En sortant, le soleil était déjà haut et la lumière éclairait les façades colorées, comme si la ville voulait lui rappeler qu'il y a toujours plus d'une nuance dans chaque histoire. En marchant, Matteo réalisa que le pardon n'allait pas être un moment unique, mais un processus. Et même s'il n'était pas sûr de pouvoir le compléter, il avait au moins fait le premier pas. Cette pensée, bien que petite, lui procura une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Et au plus profond de lui, presque sans s'en rendre compte, le fardeau qu'il portait dans sa poitrine commença à s'alléger un peu. La journée commença avec un ciel clair et un air frais qui semblait apporter un répit après tant de tension. Matteo sortit tôt de la pension, la guitare sur l'épaule, et marcha vers la place centrale. Il n'y allait pas pour jouer de l'argent, mais parce qu'il avait besoin de ressentir à nouveau le calme que la musique lui donnait, cette sensation que, tant que les cordes vibraient, le monde trouvait un ordre momentané. Il choisit un banc près d'une fontaine et commença à accorder. Le bois de la guitare était tiède sous le soleil, et le son de chaque corde se mêlait au murmure de l'eau et au va-et-vient des gens. Il ferma les yeux et laissa les accords couler sans réfléchir. De vieilles chansons, des fragments improvisés, des notes qui portaient en elles des souvenirs et des promesses non dites. Peu à peu, quelques personnes s'approchèrent. Un petit enfant le regarda les yeux grands ouverts, et Matteo lui fit un clin d'œil en passant à une mélodie plus joyeuse. Un couple laissa quelques pièces dans l'étui, mais ce qu'il appréciait le plus, c'étaient les sourires que la musique arrachait, même s'ils étaient fugaces. Sofia apparut soudain avec un bouquet de fleurs dans les bras. « Alors tu rejoues en public ?» dit-elle avec un demi-sourire. « J'avais juste besoin de me rappeler qui je suis au-delà de tout ce désordre, » répondit-il. « Je suis contente, tu as l'air différent, mieux, plus calme. » Ils s'assirent un moment pour converser. Sofia lui raconta les nouvelles de Guanajuato, des musiciens qui jouaient encore sur les places et de comment certains demandaient après lui. Matteo lui parla de sœur Isabelle, de Don Ernesto et de l'étrange sensation que la ville le guidait vers quelque chose qu'il ne comprenait pas encore entièrement. « Je ne sais pas si je pourrais pardonner complètement à ma mère, » dit-il, « mais j'ai décidé de rester pour la protéger. Je ne compte pas laisser Raoul s'approcher à nouveau. » « Cela ressemble à une promesse, » commenta Sofia. « Ça l'est. » Avant de partir, Sofia lui tendit un bouquet d'arômes. « Porte-les lui. Tu n'as pas besoin de mots pour lui dire qu'elle n'est pas seule. » Matteo marcha de retour vers la maison avec les fleurs dans une main et la guitare dans l'autre. Clara était à la porte comme si elle l'avait attendu. Quand elle vit les fleurs, ses yeux s'humidifièrent. « Elles sont magnifiques, » murmura-t-elle. « C'est Sofia qui me les a données pour toi. » Ils s'assirent dans le patio. Elle plaça les arômes dans un vase et resta à les regarder comme s'ils étaient un symbole de quelque chose de plus grand. « Mon enfant, je ne sais pas comment te remercier d'être resté. » « Tu n'as pas à remercier. Ne fuis plus, c'est tout. » Clara hocha la tête, et un instant, le silence entre eux fut confortable. Matteo sortit sa guitare et joua une chanson qu'il se rappelait de son enfance. Elle ferma les yeux et la fredonna doucement, comme si ses accords la transportaient vers un lieu où la peur n'existait pas. Les voisins commencèrent à passer dans la rue, certains saluant, d'autres s'arrêtant pour écouter. Don Ernesto apparut avec sa canne et sourit. « Ça, mon garçon, que tout le monde voit qu'il y a de la vie ici. » L'après-midi tomba lentement et la musique emplit la maison d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Matteo comprit qu'il n'était pas seul, que la communauté, bien que petite, était prête à les entourer. À la fin de la journée, tandis qu'il rangeait sa guitare, il regarda sa mère et dit « Demain sera un autre jour, mais nous l'affronterons ensemble. » Elle hocha la tête, et dans ce geste, Matteo sentit que la promesse était déjà scellée.
L'aube arriva avec un ciel dégagé et une lumière dorée qui peignait les façades de Morelia comme si elles étaient faites de feu doux. Matteo se réveilla tôt avec la sensation que le jour avait un poids différent. Il s'habilla sans bruit et sortit de la maison, la guitare sur le dos. Il n'avait pas de destination fixe, mais ses pas le guidèrent, presque sans y penser, vers l'église du quartier. Le chemin était tranquille. Les stands de tamal et d'atoll commençaient à ouvrir, et l'odeur de pâte chaude et de cannelle se mêlait à la fraîcheur du matin. À un coin de rue, un groupe d'enfants jouait au ballon, riant sans se soucier de rien d'autre. Matteo les observa un instant, se demandant quand il avait ressenti cette légèreté pour la dernière fois. En arrivant à l'église, il poussa la porte en bois et s'enfonça dans le silence frais du temple. Seules quelques bougies allumées éclairaient l'autel. Il s'assit sur un des bancs et laissa le calme l'envelopper. Il respira profondément, comme s'il voulait absorber chaque détail, l'odeur d'encens, le craquement lointain du bois, l'écho léger d'un murmure. Ses yeux se dirigèrent vers l'image de la Vierge. C'était la même expression sereine qu'il avait vue à Guanajuato, mais maintenant elle semblait différente, plus proche. Matteo fixa son regard, attendant sans savoir quoi. Ce fut alors que, l'espace d'un instant fugace, il crut voir les lèvres de l'image se courber en un léger sourire. Une douce chaleur lui parcourut la poitrine. Il n'y avait ni voix ni lumières éblouissantes, juste ce sourire silencieux qui, d'une certaine manière, lui suffisait pour comprendre, il n'était pas seul, il ne l'avait pas été pendant tout ce temps. Il ferma les yeux et baissa la tête. Il ne demanda rien. Il n'y eut ni supplication ni promesse, juste une gratitude silencieuse, profonde, qui semblait jaillir d'un endroit auquel il avait rarement eu accès. Le son de pas le tira de ses pensées. C'était sœur Isabelle qui le regarda avec un calme habituel. « Je savais que tu viendrais aujourd'hui, dit-elle. »« Comment ? » ?»« Parce que quand on reçoit un signe, il y a toujours un moment où l'on a besoin de revenir à l'endroit où on l'a entendu pour la première fois. » Matteo sourit bien que ses yeux brillassent. « Je crois que j'ai compris ce que je dois faire. »« Alors fais-le, répondit-elle. Et souviens-toi, la foi ne te délivre pas toujours des tempêtes, mais elle t'apprend à les traverser. » Il se leva et marcha vers la sortie. Dehors, le soleil éclairait déjà toute la rue et l'air semblait plus léger. Sur le chemin du retour, il salua quelques voisins qui, jusqu'à peu, lui semblaient étrangers. Maintenant, leur visage lui transmettait un sentiment d'appartenance. En arrivant à la maison, il trouva sa mère dans le patio en train d'arroser les fleurs que Sofia lui avait apportées. « Tu es sorti tôt ?» demanda-t-elle. « Oui, je devais aller voir quelque chose. » Clara le regarda comme voulant en demander plus, mais décida de garder le silence. Matteo s'approcha et prit l'arrosoir de ses mains. « Maman, nous allons nous en sortir. » Elle l'observa, essayant de lire dans ses yeux et de voir s'il parlait sérieusement. Elle y trouva quelque chose de nouveau, une fermeté qui n'était pas là auparavant. « Je sais, » dit-elle finalement. Ils passèrent le reste de la matinée ensemble, parlant de choses simples, recettes, vieilles anecdotes, souvenirs qui faisaient moins mal quand ils étaient racontés avec un sourire. Matteo savait que Raoul restait une menace, mais pour la première fois, il sentait qu'il avait quelque chose de plus fort que la peur. Le signe était donné et il l'avait compris. Le jour se leva clair avec une douce brise qui agitait les cimes des arbres et apportait le chant des oiseaux. Matteo se réveilla tôt sans l'oppression qui l'avait accompagné pendant des semaines. Il se leva, regarda par la fenêtre et vit sa mère dans le patio arrangeant les pots de fleurs. Il y avait une lumière différente sur son visage, un mélange de soulagement et de calme. Il descendit les escaliers et la rejoignit. « Aujourd'hui, je veux t'emmener quelque part, dit-il. »« Où ça ?» demanda Clara, curieuse. « Voir le lever du soleil depuis la colline. » Ils marchèrent ensemble, laissant derrière eux les rues tranquilles du quartier. Le sentier vers le sommet était couvert d'herbes fraîches et de pierres lâches. À chaque pas, Matteo sentait que la distance entre eux se raccourcissait, non en mètres, mais en années. Il parlait de choses simples, recettes, blagues de quand il était enfant, souvenirs qui faisaient autrefois mal et qui maintenant se sentaient comme des blessures se refermant. Quand ils arrivèrent au sommet, la ville s'étendait à leurs pieds, baignée d'une lumière dorée. Le soleil pointait lentement, peignant les toits et les tours de Tonchot. Clara soupira, cela faisait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose comme ça. Parfois, nous oublions ce que nous avons près de nous, répondit Matteo. Nous passons notre vie à fuir ou à courir après des choses et nous ne regardons pas ce qui est juste devant nous. Ils s'assirent sur un grand rocher. Le vent leur ébouriffait les cheveux et apportait l'arôme de la terre humide.
Un instant, aucun ne parla. Ce n'était pas nécessaire. Matteo rompit le silence, je ne sais pas ce qui se passera après. Raoul peut revenir, d'autres problèmes peuvent surgir, mais je ne veux pas que nous vivions dans la peur. Moi non plus, dit-elle, et quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je suis heureuse que tu sois là. Moi aussi, je suis heureux, répondit-il avec un sourire sincère. La lumière du soleil éclaira leur visage. Matteo sentit que cet instant, simple et sans fioriture, était une réponse à tout ce qu'il avait demandé en silence. La vision dans l'église, l'appel inattendu, les jours de tension, tout l'avait mené à ce moment. Ils restèrent là jusqu'à ce que la ville se réveille complètement. Puis ils commencèrent la descente, marchant lentement comme s'ils voulaient prolonger la matinée. En arrivant à la maison, Matteo prit sa guitare et joua une mélodie douce tandis que sa mère préparait du café. Il n'y avait pas de hâte, le temps semblait différent, plus généreux. Avant que la journée ne suive son cours, Matteo regarda sa mère et dit « Maman, quoi qu'il arrive, nous allons de l'avant et nous ne serons pas seuls. » Elle hocha la tête avec un regard qui en disait plus que n'importe quel mot. Alors Matteo se tourna vers un public invisible, comme s'il parlait à tous ceux qui écoutaient son histoire. « Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous pour continuer à nous accompagner sur ces chemins de foi, d'espoir et de seconde chance. » Il fit une pause, laissant les mots s'installer. Et maintenant, ne vous arrêtez pas ici. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran et continuez à découvrir des histoires qui vous inspireront à croire qu'il y a toujours une raison de continuer. La matinée suivit son cours. Dans le patio, les arômes restaient droits. L'arôme du café se mêlait à la musique de la guitare, et la ville respirait tranquillement. Matteo comprenait que la vie ne lui garantissait pas des fins parfaites, mais il savait aussi qu'il pouvait construire de bons jours les uns après les autres. Et à ce moment-là, c'était suffisant.